C'est l'événement économique qu'il ne faut pas rater en cette rentrée. La REF du MEDEF à Roland-Garros, bien sûr, comme chaque année, Boursorama est partenaire de ce rendez-vous. Votre invité à présent dans Ecorama, Hinda Gharbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Directeur général de Bureau Veritas, géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, coté sur le CAC 40. C'est intéressant si on prend un peu de recul, quand on regarde les résultats, les profits cumulés des grands groupes du CAC 40 dont vous faites partie. Ils ont augmenté en moyenne de 50% au premier semestre. Certes, ils avaient baissé de 30% en 2025. Presque tous les grands groupes, encore une fois, dont vous, ont vu leur activité croître cette année. Comment on explique, parce que c'est une surprise, que finalement que la guerre au Moyen-Orient n'ait pas eu les impacts qu'on imaginait, quelque part, a eu si peu d'impact? Alors, je pense qu'il faut, c'est vrai, je pense qu'il faut garder en tête qu'on est dans un marché en général où il y a de grandes tendances. On a une tendance de construction, de développement d'infrastructures. On a une course technologique énorme, j'y reviendrai, qui fait qu'il y a des investissements énormes en termes de développement d'infrastructures digitales, par exemple, hein, si on prend ça l'IA. Il y a aussi des investissements énormes dans l'énergie. Il y a besoin de développer un mix énergétique beaucoup plus résilient. On voit toujours ça dans le monde. Et bien que, effectivement, il y a la guerre, le monde n'a pas manqué d'oil, de pétrole. Et donc, c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup plus de disruption, mais on n'a pas vu ça. Si je pense à Bureau Veritas maintenant, nous, l'activité, il y a à peu près 11 pays qui ont été affectés. C'est moins de 6% de notre chiffre d'affaires. Donc, effectivement, c'est important. On regarde ça avec beaucoup d'attention. On suit ça de très près. Mais ça ne change pas le fait que dans le monde, on est quand même dans une tendance de développement qui s'accélère, je dirais. Et en même temps, c'est pas simple non plus de piloter une multinationale avec autant de vents contraires. Ça reste un casse-tête de devoir gérer toutes ces polycrises en même temps. Alors, ça fait partie, je vais presque dire, de la dynamique d'une entreprise comme Bureau Veritas. Comme on travaille dans plein de pays, il faut effectivement savoir jongler toutes ces contraintes-là. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir un portefeuille résilient qui prend en compte les différentes parties du marché. Nous, on a œuvré pour ça chez Bureau Veritas depuis un moment. On développe un portefeuille qui est plutôt exposé à des segments du marché qui font de la croissance, qui sont alignés avec les tendances que j'ai décrites juste avant. Donc l'énergie. L'énergie, la construction et l'infra, Ouais. beaucoup d'alignement avec l'infrastructure digitale, en particulier les centres de données et tous les équipements qui vont rentrer dans un centre de données. Nous, on travaille avec ces acteurs-là. Le développement durable et surtout tout ce qui est gestion de risques autour de risques environnementaux, risques de gouvernance, risques de chaîne d'approvisionnement qui est très important pour nos clients. Donc on est vraiment en train d'orienter et de faire une rotation de notre portefeuille qui nous permet de s'aligner avec ces segments-là. Donc l'économie mondiale ne se porte pas si mal que ça. Parce qu'on voit même une accélération de l'activité et des résultats. Chez vous, là je parle chez BV, chez Bureau Veritas, au deuxième trimestre. On se dit, c'est comme une surprise tant l'environnement économique, géopolitique est adverse. Enfin en tout cas pas simple. L'environnement n'est pas simple, vous avez absolument raison. Encore une fois, c'est cette rotation de portefeuille qui nous permet effectivement de s'orienter sur des segments où il y a une forte croissance qui est au-delà de la croissance classique du marché en agrégat, si vous voulez. Je parlais de l'énergie. Aujourd'hui, notre croissance dans le pétrole, par exemple, dans la partie CAPEX, donc les grands projets, est à double chiffre. La croissance dans la partie minière est à double chiffre. La croissance pour les centres de données, c'est plus que 40%, croissance organique, hein, j'entends. Donc, vous voyez, en faisant cette rotation, on crée de la résilience et donc on se prémunit contre un marché qui peut être en agrégat un peu plus faible. En rotation, vous êtes sorti aussi, il y a un Donc changement de périmètre. ouais, voilà, sortie de certains business et acquisition Le charbon, d'autres. ça c'est charbon. Alors, on a sorti les activités de test de produits pétroliers et parapétroliers et de charbon, et aussi les services au gouvernement, qui est une activité très petite, mais on l'a sorti aussi. Votre activité progresse plus vite en Europe qu'aux États-Unis. Oh, si je ne me trompe pas, ça paraît surprenant quand même. Alors, l'activité en Europe progresse plus vite que les Amériques.
C'est pas seulement les Ah, États-Unis, que les Amériques. que Ok. les Amériques. Donc ça inclut aussi l'Amérique latine. Ok. Et si on retire l'Amérique latine, parce que souvent on se compare, on dit souvent que l'Amérique du Nord et les États-Unis croissent plus vite que l'Europe. On est sur des tendances similaires? Une grande partie de notre portefeuille aux États-Unis croît beaucoup plus vite que l'Europe. Absolument. Ah, ok. Absolument. Et sur la croissance européenne, encore une fois, on est en cette rentrée. La croissance française, est-ce que votre activité en France, ça tient bon aussi? L'activité en France tient bon, l'activité en Europe tient bon. On a fait une croissance de 4,5% au premier semestre. C'est au-delà de la croissance du PIB. Et c'est bien, hein, c'est un bon benchmark si vous voulez. La France aussi tient bien. Pourquoi? Parce qu'on a un portefeuille très diversifié. On agit dans la construction à l'infra, on est aussi dans l'industrie. Et la construction, on sait qu'elle est sinistrée en France, la construction. Alors, on est plus sur la partie, ce qu'on appelle nous OPEX. Donc, c'est les services sur les actifs qui existent déjà. Donc, Ok. c'est les inspections sur la sécurité des bâtiments, l'inspection des systèmes électriques, des systèmes de protection incendie, par exemple. Fin avril, vous aviez revu à la baisse vos prévisions, vos objectifs financiers. Fin juillet, vous avez relevé ces objectifs financiers. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il faut comprendre que vous reveniez finalement, que vous revenez à votre point de départ d'objectif de début d'année? Alors, plusieurs choses, effectivement. Au deuxième trimestre, on a fait c'est ça, on a fait une croissance plus élevée que le premier. Donc, premier trimestre, on a fait à peu près 4,5%. On était plutôt sur la fourchette basse de croissance. On avait la guerre qui commençait. On n'était pas très sûr sur la rotation de notre portefeuille et on se posait quand même des questions sur comment les clients vont réagir. Vous avez posé la question sur la guerre. Donc il y avait quand même beaucoup d'inconnus. On a préféré prendre une approche plus prudente en disant on sait qu'on peut faire la fourchette basse de nos perspectives et donc on a révisé les perspectives. Le deuxième trimestre a été meilleur. On l'avait prédit, mais on l'a mis en œuvre, était meilleur. Notre carnet de commandes s'est étoffé, était fort et on a réussi à faire cette rotation. Donc, en excluant les activités de pétrole, de tests pétroliers, de charbon et de services au gouvernement, sur le reste de ce portefeuille, en regardant le carnet de commandes et avec la performance du T2, on était quand même beaucoup plus serein pour relever la Et relever donc Voilà. vos objectifs financiers pour 2026. Qu'est-ce qui vous rend confiante pour le reste de l'année et l'avenir? Et quels sont pour vous les motifs de prudence? Alors, ce qui nous rend confiants, je pense d'abord, on a de très bonnes ventes et donc on a un carnet de commandes qui est robuste. La rotation du portefeuille nous permet de créer vraiment des pôles de leadership sur les différentes activités qu'on a, sur nos lignes de produits. On regarde le marché de très près, on parle à nos clients, on a des projets long terme, on comprend que les investissements dans l'énergie, les investissements dans l'infra, les investissements dans la gestion des risques, c'est des investissements qui ne vont pas disparaître. On est un service essentiel, donc en regardant tous ces paramètres, on est confiant. Alors là où il faut faire attention, bien sûr, on a toujours une deuxième guerre qui ne s'arrête pas, donc il va falloir voir comment ça va évoluer. On reste prudent sur ça. Et nous, on a une philosophie très claire. On va contrôler ce qu'on peut contrôler. Moi, je ne contrôle pas comment la guerre va évoluer. Par contre, on contrôle comment nous, on réagit. Donc, par exemple, on se focalise sur les secteurs porteurs. On augmente nos efforts de vente là-dessus. On s'équipe de technologies pour devenir beaucoup plus efficace, pour libérer de l'efficience et de la productivité. Donc, on peut aller servir nos clients dans les marchés où il y a beaucoup plus de croissance. On ne va pas être limité par les capacités. Donc, voilà, vraiment, on se prépare par rapport à ces disruptions-là. Et les motifs de prudence alors? Les motifs de prudence, je pense que on va voir comment cette guerre va évoluer. Parce qu'on voit quand même une nouvelle flambée du pétrole, de nouveau autour de 90 $, des hausses de taux d'intérêt sur les dettes souveraines partout dans le monde. C'est un cocktail qui pourrait finir par peser. Alors, c'est un cocktail important à regarder. Les prix du pétrole, pour nous, moi, je ne les vois pas comme un problème pour la simple raison, deux choses se passent. La première, c'est qu'on voit plus d'investissements dans le secteur pétrolier.
Avec des prix comme ça, on voit quand même pas mal d'investissements. Le second, on voit un renouveau des investissements dans les énergies renouvelables. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont souffert, qui souffrent de cette disruption de la guerre au Golfe Persique et par conséquent, on voit quand même beaucoup de projets qui vont remonter, qui vont revenir dans l'éolien, mais beaucoup dans le solaire. Je dirais plus dans le solaire que dans l'éolien. Donc, vous êtes gagnant sur les deux tableaux. Et nous, on est gagnant sur les deux tableaux parce que justement, on a fait une expansion de nos services dans les renouvelables. On voit le nucléaire qui revient aussi. On a fait des acquisitions dans le nucléaire et on continue à faire une expansion de nos services dans le nucléaire. Alors, le prix du pétrole, c'est vrai que ça va peser sur les ménages et donc forcément, ça va avoir un impact sur l'inflation. Ceci dit, les prix du pétrole donnent des opportunités aux producteurs pétroliers pour aller investir beaucoup plus et aussi motivent les pays et les entreprises pour investir dans les énergies renouvelables et d'autres énergies à bas carbone. Et on l'a vu dans le renouvelable, on voit une reprise du solaire, on le voit dans le nucléaire, il y a beaucoup plus de discussions sur le nucléaire. Et puis, côté inflation, nous, on travaille sur beaucoup de projets de longue durée. Un projet d'infrastructure ne va pas s'arrêter parce que les taux d'intérêt ont augmenté, parce que l'inflation a augmenté. Et donc là, on n'a pas une grosse exposition à des business qui sont très impactés par l'inflation. On a les business de biens de consommation, c'est vrai, mais là aussi, on a un mix dans les business de biens de consommation qui nous permet de travailler. On a une partie qui est plus, je dirais, vêtements, meubles, jouets, et on a une partie qui va, elle, être impactée quand même. Puis il y a une partie qui est plus technologique. C'est les serveurs, c'est les outils de communication, c'est certains composants pour le solaire, par exemple. Donc, vous voyez, on a un mix quand même et on voit un très bon développement sur cette partie technologique et peut-être on pourrait imaginer que si l'inflation augmente beaucoup, il y aura un peu d'impact sur l'autre partie. Donc, on a quand même, on travaille sur un portefeuille qui prend en compte tout ça. Et donc, effectivement, quand je regarde ça, je me dis, il faut être prudent, il faut se préparer, mais il ne faut pas non plus penser que ça va être très, très dramatique pour nous. Avant de se quitter, vous avez participé à une table ronde qui était sur l'intelligence artificielle. Quelle est l'humeur sur le sujet? Parce qu'il y a des milliards d'investissements partout dans le monde, notamment des centaines de milliards aux États-Unis. Il y a la question de la régulation aussi qui revient dans le débat. Qu'est-ce qui s'est raconté sur cette table ronde? Alors, cette table ronde est très spécifique, c'est sur la gouvernance de l'innovation autour de l'IA. Et je pense que c'était très utile. La question, elle est importante, c'est de dire comment on intègre l'IA dans une entreprise. Qu'on soit une PME ou qu'on soit un grand groupe, quels sont les éléments à regarder? Et on a beaucoup discuté. D'abord, c'est une technologie absolument formidable qui va vraiment transformer les métiers. Mais c'est une technologie aussi il va falloir comprendre comment on l'intègre. Et on a discuté de modèles, soit de modèles très distribués où c'est vraiment le collaborateur qui fait monter l'innovation, ou des modèles beaucoup plus mélangés où on va avoir un encadrement des collaborateurs. C'est un peu la méthode Bureau Veritas. Les collaborateurs ont accès à des technologies comme les LLM, les fameux modèle, mais aussi il y a un encadrement de l'organisation pour qu'on puisse, bénéficier toute l'entreprise, aller très vite, et rester au fait des développements de cette technologie qui se passe très très vite. Ouais. Vous constatez déjà des gains de productivité, des suppléments de business, d'activité avec l'IA telle que vous la déployez? Alors, en productivité personnelle, c'est absolument formidable parce qu'aujourd'hui, on a 60 000 collaborateurs qui utilisent des modèles LLM aujourd'hui pour faire plus vite dans leur travail de tous les jours. On a aussi des cas d'usage qui montrent comment on peut aller changer une certaine tâche dans un flux de travail. Par exemple, aujourd'hui, on fait des revues de certification qui se font beaucoup plus vite, parce qu'on arrive à organiser les choses autour de ce process-là. On a le planning, par exemple, des interventions de nos collaborateurs se font beaucoup plus vite parce qu'on utilise aussi ce genre de technologie. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage et il y a une grande adoption en interne de ça. L'impact, il est moins facile à mesurer sur la production personnelle et c'est pour ça, là, on bouge sur l'IA agentique
qui, elle, est plus autonome. Hein. C'est vraiment une automatisation des flux de travail. Et là, je pense que l'impact, il va être beaucoup plus puissant. Allez, merci de passer nous voir. Donc, Hinda Gherbi, la directrice générale du Bureau Veritas, invitée donc d'Ecorama, enregistrée à la Rêve du MEDEF à Roland-Garros. Merci à vous. Merci. À bientôt.